Cette table ronde, elle s'intitule « Comment valoriser et articuler conjointement l'exercice spécifique et l'exercice généraliste sur les plans à la fois économiques ». On a vu que c'était un sujet essentiel hier au cours des différents ateliers, mais aussi sur le plan réglementaire. Cette double question est vraiment fondamentale pour l'avenir des pratiques spécifiques, mais aussi de l'ensemble de la profession, puisqu'on a vu hier que se dessinait la volonté d'avancer conjointement sur les spécificités, mais aussi de continuer à faire progresser la kinésithérapie généraliste. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé hier au cours des discussions, au cours des différents échanges, c'est celui de la pratique avancée. Parce qu'en effet, l'un des objectifs du gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022, c'était de développer aussi ces pratiques avancées. Et j'aimerais bien savoir, François Randazzo, vous qui êtes le président du syndicat Alizé, comment vous envisagez ces pratiques avancées et si, pour les kinésithérapeutes, ce serait une solution intéressante peut-être pour donner un cadre à la valorisation des spécificités. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à la FFMKR de me recevoir. C'est important que nos structures échangent, malgré les différences de point de vue qu'on peut avoir sur certains sujets, et qu'on soit capable de faire comme on l'a fait à l'occasion des négociations conventionnelles, de s'unir pour l'intérêt de la profession. Donc, concernant les pratiques avancées, on va avoir le même problème que ce qu'on a rencontré hier par rapport aux spécificités, c'est qu'il faut définir ce qu'on veut mettre derrière les pratiques avancées. Aujourd'hui, je pense qu'on a un travail de réflexion à mener collectivement au niveau de la profession pour trouver un modèle qui intègre à la fois les spécificités d'exercice, les pratiques avancées et l'accès direct. Et ce travail, c'est assez urgent qu'on le mène, parce que le train de la réforme de notre système de santé est en marche, et pour l'instant on est sur le quai et on n'avance pas, je pense par manque de définition de ces concepts qu'on doit étudier de façon imbriquée pour pouvoir avancer. Et pour vous, donc, les pratiques avancées en massokinésithérapie, ce serait aussi une manière de rendre visibles ces spécificités? Ça peut. Tout va dépendre en fait du modèle qu'on va choisir pour les pratiques avancées. Très bien, merci François Randazzo. Alors, on a quelqu'un qui a essuyé les plâtres sur les pratiques avancées, c'est Daniel Guilherme, qui est président de la Fédération nationale des infirmiers. Vous savez, c'était aussi partie des objectifs du plan Ma Santé 2022, c'était rappelé aussi dans le cadre du Ségur. Les pratiques avancées sont une réalité dans la profession infirmière. Alors Daniel Guilherme, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez, si vous en êtes d'accord, en quoi consistent ces pratiques avancées et ce qu'elles ont permis pour la profession, si réellement elles ont permis à la profession infirmière d'avancer. Bien. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Deux points, d'abord, c'est l'encadrement juridique. En fait, nous, on a un encadrement juridique qui date de 2018. Donc, on a un petit peu de recul sur ce qu'est la pratique avancée. Moi, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est de définir des pratiques comme avancées. En creux, ça veut dire que certaines sont un peu derrière. Et ce concept, en fait, d'avancement fait que on a tendance à totémiser au niveau des décideurs, en tout cas, cette pratique avancée comme étant demain l'alpha et l'oméga du système. Je vais donner juste des chiffres en ville chez nous. On a 135 000 infirmières métier socle et on a en ville 117 infirmières en pratique avancée, dont 42 en exercice pratique avancée exclusif. Alors la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir demain réformer le système avec 42 professionnels? J'ai quelques doutes. Donc on a un problème, c'est un problème, je dirais, de champ de compétences à définir. Et là, je rejoins ce que disait François tout à l'heure, c'est il faut en fait être très clair sur les objectifs qu'on se pose. Et si je prends un peu de recul par rapport à ce qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est très clairement, la pratique avancée a été un peu poussée, je pense, par des fédérations d'employeurs pour régler des problèmes
dans les établissements. Et le législateur a été assez imprudent parce qu'en fait, il n'a pas vu que ça allait poser quelques problèmes au niveau de la ville. Et en autorisant en fait, la pratique avancée en ville, il n'a pas compris que ça allait poser des problèmes de distorsion avec le corps médical. Donc aujourd'hui, nous, très clairement, on a un problème qui est un problème d'accès direct. On a un problème d'accès direct parce qu'aujourd'hui, les infirmières en pratique avancée sont en fait sous tutelle médicale, délégation en fait de patientèle, et de fait, le modèle, je dirais, médico-économique ne leur permet pas aujourd'hui de vivre, en tout cas correctement, et de leur activité de pratique avancée. Donc ce que nous propose aujourd'hui, parce qu'on est en négociation sur un avenant neuf sur la pratique avancée, qui vise à valoriser cette pratique avancée. Les tentations de la CNAM, en tout cas, sont de dire, écoutez, bon, on voit bien que l'exercice exclusif, c'est un peu compliqué, on va faire en sorte de valoriser l'activité mixte. Et c'est une vision court-termiste, parce qu'on sait très bien qu'en valorisant l'activité mixte, on va avoir sur le terrain des problèmes de distorsion de concurrence. Donc nous, on est très, très prudent par rapport à cette activité mixte, et on va faire en sorte d'essayer de valoriser, en tout cas au mieux, cette pratique avancée, mais on ne réglera rien, et je le répète très clairement et fortement, on ne réglera rien sans accès direct. Merci Daniel Guilherme. Alors, Félix Faber, vous, pour la FFM Care, quel regard portez-vous sur les pratiques avancées? Déjà, on ne peut que... Bonjour à toutes et à tous, à nouveau, et merci de votre présence sur ces assises. Déjà, on ne peut que remercier le discours de Daniel et sa vision éclairée de la question. Quand on a une nouvelle modalité d'exercice qui représente un professionnel sur 1000 et qu'un tiers d'un professionnel sur 1000 en fait une activité exclusive, ça pose question. Ça pose question surtout quand ça fait déjà 4 ans et qu'il y avait un cadre fondateur. Ce qui pose problème dans un premier temps au niveau de la pratique avancée, c'est son essence même, à savoir la délégation de tâches. Je pense qu'en kinésithérapie, on peut tous dire dans cette salle qu'on a un diagnostic en kinésithérapie qui nous est bien propre et qui pose déjà problème sur cette question-là. Donc, ma vision des choses par rapport à cette thématique et par rapport à ce dossier, c'est qu'on manque, dans un premier temps, de cadrage par rapport à ce que la profession a déjà obtenu. Aujourd'hui, on a eu des gabégies administratives d'accès direct qui ne sont pas acceptables, qui n'étaient pas faits pour être acceptables, et on a un besoin d'indépendance professionnelle avant de pouvoir réfléchir à aller plus loin. Donc on en parlera peut-être dans la suite de la table ronde, mais pour l'instant, à ce stade, ma vision des choses, c'est celle de dire qu'il faut qu'on pose un cadre fort et il faut qu'on obtienne de façon beaucoup plus accessible les avancées qui sont déjà conventionnelles, qui sont déjà légales, mais qui ne sont clairement aujourd'hui pas applicables. Seulement après, on pourra réfléchir à la pratique avancée, à ses modalités d'exercice. Merci Félix Faber. Alors on va avancer et nous allons arriver très, très rapidement vers vous, Séverine Delgado. Il y a un sujet qui est quand même central, et vous l'avez dit hein, les uns et les autres à travers vos interventions, c'est le sujet de la valorisation, à la fois à travers l'aspect réglementaire, mais aussi à travers l'aspect financier. Alors, sur le réglementaire, moi j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres pour voir quel levier il serait possible d'utiliser et quel type d'avancée réglementaire vous souhaiteriez. François Randazzo. Donc, en fait, pour valoriser les spécificités d'exercice, il y a deux leviers. Soit le levier économique, donc il va falloir mieux rémunérer les actes en exercice spécifique. Donc ça implique d'introduire dans la rémunération une notion de qualité, puisqu'on peut attendre que les kinésithérapeutes qui exercent en exercice spécifique vont prendre les patients en charge sur une durée plus courte pour arriver à de meilleurs résultats. Et donc cette notion de qualité dans la rémunération,
Je pense qu'on en a échangé hier avec Sébastien et Guillaume Rall. Le modèle belge est assez intéressant, en fait, où on aurait une rémunération des séances dont le tarif serait décroissant en fonction de la durée de la prise en charge. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une piste de réflexion, mais il faut faire attention parce qu'il y a évidemment des pièges. Donc, et ensuite, la deuxième façon de valoriser les pratiques spécifiques, ce serait de donner des prérogatives supplémentaires. Et c'est ce que, à la fin de la table ronde d'hier, c'est ce que j'ai évoqué. Pourquoi ne pas associer en fait à la pratique spécifique la capacité de prendre en charge des patients en accès direct dans le champ de compétences de la pratique spécifique. Même question, Daniel Guilherme, vous, les évolutions réglementaires de votre profession, finalement, elles sont un peu venues d'en haut et il a été peut-être un peu difficile de les infléchir. Oui. On est en tout cas notre profession est dans une période un peu spécifique puisque le chantier de la réingénierie du diplôme d'État est lancé. Dans ce cadre-là, nous, on a une demande forte en tout cas, mais je crois que c'est une demande qui est transversale à plusieurs professions. En tout cas, on en a débattu au sein de la FFPS, la Fédération française des praticiens de santé, c'est de bannir du Code de la santé publique le terme d'auxiliaire médical. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette notion d'auxiliaire médical pèse sur l'inconscient collectif du système et fait qu'au final, il y a des prescripteurs, des prescrits, des petites mains en fait, et voilà. Donc première chose, ce serait de bannir ce terme-là du Code de la santé publique et dans la totalité de la chaîne de soins, parler de profession médicale. On est tous et toutes des professionnels médicaux à compétences définies. Donc on a en fait des champs de compétences et de l'aide-soignante aux médecins spécialistes et on a en fait cette capacité à investir nos champs respectifs, à les faire progresser, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur un système qui a vécu très clairement et je pense que la crise dans laquelle on est aujourd'hui, tant au niveau de l'hôpital que de la ville, le démontre très bien. Il faut faire table rase en fait de l'organisation d'un système ou en tout cas de la vision qu'on avait d'un système. Et je pense que le malaise des médecins aujourd'hui vient du fait qu'ils n'ont pas complètement intégré le fait que le système a muté. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, on va avoir quelques difficultés. Donc, première chose, très clairement, sur le plan réglementaire, c'est on bannit le terme d'auxiliaires médicaux, on définit tous nos champs de compétences, et à partir du moment où on fait ça, on n'a même pas besoin de parler de pratique avancée. On n'a pas besoin de parler de pratique avancée, dans la mesure où, effectivement, on aura des champs de compétences liés aux compétences qu'on aura acquises. Donc, si on est médecin, on a un champ de compétences, si on est soignante, on a un champ de compétences, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il faut travailler sur les décrets, en tout cas, d'actes ou ces champs de compétences pour voir ce qu'on y met. Alors, même question peut-être... Même question à vous, Laurent Rousseau. Alors, le sujet vient d'être évoqué. Profession médicale à compétences définies, ça fait partie aussi des évolutions réglementaires que vous pourriez soutenir pour la profession ? Compétences médicales, profession médicale, pourquoi forcément à compétences définies ? Puisque, comme vient de le dire Daniel, on est tout à fait capable d'avoir nos patients en accès direct, bien entendu, mais les compétences ne sont plus elles n'ont plus besoin d'être précisées, puisqu'on va aller vers des compétences particulières pour chaque profession. Merci Laurent Rousseau. Alors, Séverine Salgado, qui nous écoute depuis le début de cet échange, vous faites partie des financeurs, et plus que des financeurs, puisque la mutualité a aussi des établissements et des structures de soins dans lesquelles elle emploie des kinés,
des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, enfin voilà. Donc moi j'aimerais bien avoir votre regard sur le sujet qui vient d'être évoqué, donc les évolutions réglementaires, les évolutions du métier de masseur-kinésithérapeute entre pratiques avancées, comme le soulignait tout à l'heure François Rondezeau, mais aussi comme profession médicale tout court, ou profession médicale à compétences définies, comme l'évoquait tout à l'heure Daniel Guilherme pour la Fédération nationale des infirmiers. Quel regard portez-vous? Est-ce que vous pourriez soutenir des initiatives de ce type? Oui, bonjour à toutes et à tous, et moi aussi je vous remercie pour me recevoir, même si c'est à distance. Alors je déteste la visio et malheureusement je la subis ce matin. C'est vraiment un bête problème de transport. Il n'y avait plus de train en cette veille de week-end prolongé, donc je n'ai pas pu venir jusqu'à vous hier soir. Alors donc sur cette question, je vous remercie d'avoir rappelé que la Mutualité française, ce n'est pas qu'un financeur du système de soins, c'est aussi un acteur dans la mesure où nous avons effectivement 2800 services de soins et d'accompagnement mutualiste sur tout le territoire. Donc on a des centres de santé, on a des cliniques, des EHPAD, des crèches, enfin on a tout un tas d'offres de soins et de services sur le territoire. Et sur le sujet là, sur lequel vous avez déjà tous débattu, moi je voulais juste, déjà en première intention, vous faire part de mon étonnement sur votre première question et sur le fait que vous liez les spécificités à la pratique avancée. Si on considère que la pratique avancée, c'est permettre à des professionnels du soin d'exercer des missions et des compétences qui jusque-là étaient dévolues aux médecins, je trouve ça justement un peu contradictoire de lier la pratique avancée à une spécificité en masso-kinésithérapie, puisque justement c'est une spécificité des masseurs-kinés. Donc du coup, moi je pense que la pratique avancée, si on devait continuer à la promouvoir, c'est au contraire ne pas laisser s'enfermer un professionnel sur une spécialité, mais plutôt sur des pratiques plus générales. Alors ça suppose tout un tas de prérequis, et ils ont été soulevés notamment par le président de la FNI, Daniel Guilherme. Ça suppose plus de confiance entre les professionnels de santé, ça suppose plus de partage d'informations, ça suppose plus de responsabilité aussi pour le professionnel qui va être délégataire en quelque sorte de la pratique avancée. Et je pense que, je suis absolument d'accord avec lui, je pense qu'il y a toute la profession médicale au sens strict, c'est-à-dire les médecins aujourd'hui ne sont pas, en tout cas en libéral, en ville, ne sont pas suffisamment matures pour la pratique avancée. Donc on avait vraisemblablement, et je suis d'accord avec lui, pas du tout, enfin en tout cas sous-estimé le fait que les médecins ne seraient pas prêts à partager en tout cas des compétences avec d'autres professionnels. Le corporatisme médical, pourrait-on dire. Mais complètement. Je vous donne juste un exemple, mais qui n'a que valeur d'exemple, donc on ne va pas en faire une généralité, mais l'année dernière, nous avions fait un sondage avec Harris Interactive, où on avait interrogé, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, c'était au moment du Ségur de la santé, on avait interrogé des professionnels de santé et sur la pratique avancée en particulier, on a des verbatim qu'on n'a pas publiés honnêtement parce qu'ils sont d'une violence, où on a des médecins qui nous disent alors donc on va être nous on va être des super infirmières, pardon Guilherme, mais c'est quand même des médecins qui nous disaient ça, hors de question que les infirmières soient des sous-médecins ou que nous soyons des super infirmières. Donc, voilà, c'était d'une violence inouïe quoi. Et ça en disait long, voilà. Et donc sur le sujet, moi je sais pas s'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. L'idée en tout cas d'avoir, moi je suis assez sensible à ce qui a été dit, de se dire qu'on est tous, enfin que vous êtes, pardon, je ne suis pas une praticienne, mais que vous êtes tous des professions médicales ou des professions du soin, oui bien sûr, et je pense que cette hiérarchie entre les professions, il va falloir à un moment qu'on arrête qu'on se pose clairement la question et qu'on se dise on n'a plus le luxe aujourd'hui de se dire qu'il y a des hiérarchies entre professions, qu'un tel a telle compétence qui lui est propre et qu'on peut pas la partager, parce que j'aime pas la notion de délégation non plus, mais voilà, c'est du partage. Je n'aime pas non plus parler de tâches, je préfère parler de compétences. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des évolutions réglementaires à faire, mais avant ces évolutions réglementaires, il y a aussi une vraie révolution culturelle à opérer.
Voilà, et en attendant la révolution culturelle, voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la salle a fortement applaudi vos propos. Alors, il y a une question que vous avez tourné autour, mais vous n'êtes pas encore tout à fait rentré dedans. Et j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. Donc, la pratique avancée, ça, vous avez bien décrit. On a bien compris quelle était votre position sur le sujet. Mais au-delà de tout ça, et puis les réticences des médecins qui ne sont pas une découverte hein, pour ceux qui sont sur le plateau et encore moins pour celles et ceux qui sont avec nous dans la salle, mais très franchement, sur le fait de donner, faut dire les choses, à des professions entre guillemets paramédicales. Enfin, il y a ce terme épouvantable dans le code de la Sécu, c'est auxiliaire de santé, et qui aujourd'hui, au regard de la façon dont leur formation a évolué, la façon dont on a upgradé, même si ce mot est très moche, dont on a upgradé leurs compétences, pourraient accéder au statut de profession médicale tout court, et avec sans doute davantage et un accès direct sur leur rôle propre. Est-ce que ça, à la mutualité, vous êtes prêt à le soutenir? Oui, sans hésitation. Alors, si profession médicale devait vexer les médecins, commençons peut-être, première étape, parlons, je sais pas moi, professionnel du soin, mais ce que vous êtes déjà, et puis après on arrivera à une profession médicale à un moment ou à un autre. Mais voilà, les mots ont un sens, je suis d'accord, et nous, sans hésiter, on est, voilà, l'accès direct, pour moi, ça devrait presque être maintenant la norme. Vous parliez de réingénierer de la formation, faisons-nous confiance. Et puis de toute façon, les professionnels de santé, les masseurs kinésithérapeutes, les infirmiers ont suffisamment de travail pour pas profiter en fait d'un accès direct, je cherchais mes mots, profiter de la possibilité d'avoir un accès direct pour multiplier les actes. Donc de toute façon, faisons-nous confiance les uns les autres, faisons confiance aussi aux usagers, l'air de rien, parce que bon voilà, ils n'ont pas envie d'aller voir leur infirmier, leur infirmière ou leur masseur kiné tous les matins. Donc voilà, tout cela, ça va se réguler. Je pense vraiment qu'il y a un manque de confiance de la part des pouvoirs publics, de la part des financeurs que nous pouvons être. Hein. Enfin, moi, je représente la mutualité française ici. Si vous interrogez, je n'irai l'avoir dit, mais si vous interrogez des mutuelles, au sens mutuelle assurantielle en direct, elles n'auraient peut-être pas tout à fait le même discours que moi. Mais je n'irai l'avoir dit. Donc voilà, je pense que confiance, indépendance et irresponsabilité, et avec tout ça, on devrait être bien quand même. Alors, merci beaucoup, Séverine Salgado. Est-ce que finalement, pardon là aussi du terme qui est peut-être un peu caricatural, mais pour amadouer ou acculturer les médecins à la progression de vos compétences et à la réalité de ce que vous pouvez apporter aujourd'hui au système de santé. Et puis, sachant aussi que c'est un sport national, est-ce qu'il faut passer par les expérimentations avant de rentrer dans la phase généralisée? Et on sait que souvent, quand les expérimentations se débutent, alors ça prend un certain temps, mais après c'est vite généralisé. Alors, pour vous, Félix Faber. La problématique de l'expérimentation, c'est déjà le cadre dans lequel on la fixe. Et malheureusement, sur d'autres thématiques, force est de constater que malgré des expérimentations prévues à l'avenant 5, aujourd'hui on n'en voit aucun fruit en matière de prévention. Et en fonction du cadre légal de l'expérimentation, on met tellement de temps à la mettre en place qu'elle n'est plus en rapport avec les compétences de la profession et avec l'actualité de la profession. Donc la première problématique de l'expérimentation, à mon sens, elle se situe là-dessus. Après, un changement trop brutal, et on a parlé du corporatisme des médecins, pourrait provoquer un blocage. On sait, au sein de cette assemblée, on sait les problématiques qu'on a sur des ACI, et notamment au niveau des maisons de santé. C'est pas pour rien. Ces blocages-là ne sont pas pour rien. Donc l'expérimentation, oui, dans un certain sens pour ne pas brusquer, non dans un certain sens pour son cadre, sa lenteur administrative et des éléments dont on a déjà parlé hier qui font qu'on n'est finalement plus en adéquation entre ce qui se passe concrètement et là où l'expérimentation voulait nous amener 3, 4, 5 années en avant. Ça, c'est vraiment une problématique à mon sens. François Randazzo.
Donc, une expérimentation, c'est, je pense, la meilleure façon pour le gouvernement et les pouvoirs publics de remettre un problème à plus tard et de ne pas le traiter. On le voit avec l'expérimentation sur l'accès direct. On n'y était pas très favorable, on n'a pas vraiment eu le choix. Et aujourd'hui, on voit, il y a le rapport IGAS qui est paru il y a quelques jours maintenant, et qui en fait est en train de dénaturer l'idée de l'expérimentation au départ. Et on se rend compte qu'ils ont introduit la possibilité de limiter en fait l'accès direct à certaines pathologies, de limiter l'accès direct à certains types de populations. Et donc on se retrouve au final avec quelque chose qui, même les résultats de l'expérimentation ne vont pas nécessairement être exploitables parce que ça ne va pas explorer suffisamment le champ de l'accès direct pour pouvoir en tirer des conclusions utiles. Donc non, l'expérimentation, clairement non. Alors, on voit qu'il y a une convergence absolue. Alors, Daniel Guilherme, pour votre part, votre profession, il y a florès d'expérimentation. Quel regard est-ce que vous portez sur ces expérimentations, et même des expérimentations qui déstructurent le modèle de rémunération des infirmiers? Et on va vous interroger là-dessus ensuite, Séverine Delgado. Je vais être un petit peu direct. L'expérimentation aujourd'hui, en tout cas dans notre champ à nous, c'est la grosse marade. C'est la grosse marade dans la mesure où on voit effectivement les pouvoirs publics aller faire ce qu'on appelle du benchmarking, notamment dans les pays d'Europe du Nord, pour nous importer en fait des modèles médico-économiques qui n'ont rien à voir en fait avec l'écosystème initial dans lequel ils étaient. Et je pense notamment à une expérimentation qui s'appelle Équilibre. Elle porte bien son nom. Elle équilibre peut-être la pratique, mais elle déséquilibre en tout cas le modèle économique. Équilibre, c'est la rémunération à l'heure. C'est-à-dire qu'on ouvre le champ des possibles aux professionnels. Donc on leur dit, écoutez, vous prenez en charge tel patient, désormais vous n'êtes plus payé à l'acte, vous êtes payé à l'heure. Et vous imaginez bien que dans la mesure où c'est expérimental, les tarifs sont plutôt attractifs, sauf que si on généralise cette expérimentation système entier, nous on a une enveloppe qui était à peu près de on va dire 11 milliards par an, il nous faudra 35 milliards. Il nous faudra 35 milliards si on généralise ça. Donc effectivement, alors qu'il y ait des expérimentations in situ qui permettent de démontrer que, le problème c'est est-ce qu'on a les moyens derrière de généraliser. Et très clairement, on s'interroge des fois, alors on est dans un système qui aujourd'hui veut remettre en cause le financement à l'acte. Alors c'est vrai que le financement à l'acte a ses désavantages, mais on voit très bien que le financement au forfait a aussi ses désavantages. Le paiement à l'acte pousse au staccanovisme, hein, c'est-à-dire que c'est la course à l'échalote, on va essayer de multiplier les actes pour atteindre son revenu cible, mais à contrario, quand vous êtes payé au forfait, vous êtes payé sur la base d'une boîte noire dans laquelle vous savez pas, le financeur ne sait pas ce qu'il paye. Et le problème en fait du forfait aujourd'hui, et la généralisation du forfait, induirait des distorsions extrêmement importantes dans la mesure où il créerait des biais de sélectivité des patients. On aurait tous intérêt à prendre les patients les plus légers possibles pour effectivement atteindre notre revenu cible de manière confortable. Donc il n'y a pas de système de financement idéal. Et je pense que la vérité, elle est au milieu du gué, c'est-à-dire dans les expérimentations qu'on voit, il faut une partie de financement à l'acte, et d'ailleurs c'était les conclusions du rapport Aubert sur la réforme du financement, une partie de paiement à l'acte et une partie de paiement au forfait sur des champs définis. Mais dire aujourd'hui qu'il faut substituer un modèle à un autre serait, de mon point de vue en tout cas, une grave erreur. Merci Daniel Guilherme.